Alors, bienvenue au bloc 1 qui s'appelle Comprendre la reproduction pour améliorer son rythme de chevretage. Dans ce bloc-ci, on va surtout s'attarder à comprendre la physiologie du cycle de reproduction de la chèvre, voir quels sont les effets de la saison, de la contre-saison, parce qu'on l'a vu en introduction, même si la chèvre de boucherie présente dans l'ensemble des performances de reproduction à longueur d'année, il existe quand même des variations importantes à l'intérieur de la race. Puis par la suite, on va voir quelles sont les différentes techniques de reproduction qui existent pour être capable d'optimiser la fertilité dans les périodes plus creuses, donc surtout en contre-saison. Avant tout, il faut commencer par comprendre la physiologie de la reproduction de la chèvre, donc comprendre le cycle de reproduction des animaux. Le cycle sexuel de la chèvre, quand on parle de cycle sexuel, c'est le nombre de jours qui sont comptés entre deux périodes de chaleur. Donc, en moyenne, chez la chèvre de boucherie, on va avoir des chaleurs à un intervalle d'environ 3 semaines. Donc, aux 21 jours, il existe tout de même des variations individuelles. Donc, on peut avoir des chèvres qui ont des cycles plus courts, naturellement, qui vont aller de 13 jours ou parfois un peu plus longs jusqu'à 25 jours. Puis, dans les prochaines diapos, ce que je vais expliquer, c'est comment comprendre tous les mécanismes qui vont faire, qui vont intervenir de l'ovulation jusqu'au maintien de la gestation. Puis, ce cycle de reproduction-là est important à comprendre quand on veut, par exemple, utiliser la technique de CDR avec un peu plus de succès. Donc, si on part sur une échelle du temps en termes de jours au bas de l'échelle, on va, on va répartir ou détailler qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones de l'animal à partir de la phase préovulatoire jusqu'à la conception. Donc, dans la période préovulatoire, qu'on appelle la phase folliculaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les ovaires de chaque être vivant, on va y aller chez la chèvre, chez les ovaires, il va y avoir un bagage d'ovules à la naissance d'une chevrette. Ces ovules-là vont atteindre une maturité, ils sont logés dans des petits follicules. Les follicules vont se développer, puis faire sortir, quand ils vont être assez matures, vont permettre à l'ovule d'être libéré dans les cornes utérines pour être éventuellement fertilisé. La croissance de ces follicules-là est dépendante de deux hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse, qui sont la folliculostimulante, FSH, ou l'hormone léthonisante. Au fur et à mesure que la sécrétion pulsatile de ces hormones-là va se faire au niveau de l'hypophyse, les follicules vont se développer progressivement sur l'ovaire et on va avoir certains follicules qui vont devenir dominants et être tout prêts à éjecter, si on veut, les ovules dans les cornes pour que ça se dirige vers l'utérus. Juste avant la chaleur, il va y avoir un pic de LH. Donc, on a un pic là, de cette hormone luteinisante-là qui va contribuer à faire l'ovulation dans les heures suivantes. Généralement, le début de la chaleur, quand on parle du début de la chaleur, ça va être le jour de 0. Puis, le pic de LH va survenir juste un petit peu après cette chaleur-là. Puis, cette séquence d'événements-là, l'objectif, c'est de s'assurer que lorsqu'il va y avoir une fécondation par le bouc, on va avoir des meilleures chances de succès parce que la chaleur va commencer de la chèvre un petit peu avant que l'ovulation va se passer. Donc, on va accepter le bouc. Puis, lorsque les spermatozoïdes vont arriver dans l'utérus, ben, on a une meilleure possibilité de synchronisation. C'est pour ça qu'on a un peu un décalage. Mais lorsque la chaleur arrive, ce n'est pas nécessairement le moment de l'ovulation précisément. Ça va arriver un petit peu après. La durée de la chaleur chez la chèvre de boucherie va durer environ 37 heures, mais encore là, tout comme le cycle, la durée des chaleurs peut être vraiment variable entre les individus. Donc, la durée de la chaleur peut aller de 24 jusqu'à 56 heures. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si la chèvre est exposée au bouc puis qu'elle revient en chaleur à toutes les 3 semaines, c'est parce que soit elle est infertile ou soit le bouc est infertile, mais on va y revenir un petit peu après. Donc, l'ovulation va avoir lieu environ 36 heures après le début de la chaleur. Encore là, il peut y avoir des variations entre les individus. Ça peut aller jusqu'à de 8 à 48 heures. Puis, la moyenne d'ovules produite par la chèvre de boucherie Boer, ça c'est ce qui avait été déterminé dans la recherche qu'on voit ici au bas, une étude des études qui datent de 2000 et 2010.
c'est qu'on est à environ 1,72 ovules par femelle, donc un petit peu en bas de 2. C'est sûr que dans ça, il y avait autant des chevrettes que des chèvres adultes. Donc, c'est vraiment le potentiel génétique qui est là. Ici, ce qu'on voit, c'est que le follicule a maturé et on a ovulation. Donc, les ovules, les différents ovules, il y aurait plusieurs follicules ici. Si j'en ai 2, j'aurais 2 follicules, vont libérer les ovules dans l'oviduc pour qu'ils descendent progressivement à l'utérus. Puis, ce qui arrive une fois que les follicules ont libéré les ovules, c'est que les follicules vont se transformer en corpus luteum. Donc, on appelle ça un corps jaune. Le corps jaune, lui, va avoir une fonction qui est très, très importante. Son rôle, ça va être de sécréter de la progestérone. Puis cette progestérone-là, ici, on tombe dans la phase lutéale. Donc, après l'ovulation, la phase lutéale, c'est cette phase justement où les corps jaunes, le ou les corps jaunes qui ont permis aux ovules de relâcher les ovules vont sécréter cette progestérone-là. Puis si on a une fécondation, cette progestérone-là va être sécrétée jusqu'à la mise bas pour la gestation. Tant et aussi longtemps que les corps jaunes sécrètent de la progestérone, il n'y a pas d'autres cycles de croissance folliculaire qui vont partir. C'est un peu quand on va voir le traitement de CIDR un peu plus tard, la fonction du CIDR, c'est de jouer ce rôle de corps jaune en libérant de la progestérone puis en bloquant temporairement la croissance folliculaire. Donc, si notre chèvre, il n'y a aucune saillie fertile, après, on approche du 21 jours ici. S'il n'y a aucune saillie fertile après environ 18-19 jours, il va y avoir sécrétion de prostaglandine par l'organisme. La prostaglandine, elle, son rôle, c'est de détruire les corps jaunes. La prostaglandine va détruire le corps jaune par lutéolyse, puis la destruction du corps jaune va faire chuter drastiquement la quantité, le niveau de progestérone. Puis lorsque le niveau de progestérone va chuter, nos hormones LH puis FSH vont recommencer leur sécrétion pulsatile, puis on va avoir de nouveau une autre phase folliculaire, donc une autre vague de croissance de follicules, puis un autre pic de LH, un autre début de chaleur et d'autres ovulations. Donc, durant un cycle de 21 jours, si je n'ai pas d'accouplement ou si ma femelle n'est pas exposée au bouc ou encore qu'elle est exposée à un bouc infertile, c'est le patron d'hormones qu'on va avoir qui est considéré comme normal. C'est le patron d'hormones normal qui va survenir durant la période de saison active, là, surtout durant l'automne. Donc ici, on voit les périodes de chaleur. Donc, si on continue, durant la saison de reproduction, ce cycle-là va se répéter à tous les 21 jours jusqu'à temps que j'ai une saillie fertile avec le mâle. Excuse, ça accroche mon micro. Durant la saison de reproduction, justement, si on parle de saison de reproduction, c'est quoi la saison de reproduction chez la chèvre? Est-ce qu'il y a des variations saisonnières chez les chèvres comme chez les autres petits ruminants? On va le voir dans les prochaines diapos. Chez la chèvre laitière, la saison de reproduction chez la plupart des chèvres laitières va être de septembre à février inclusivement, puis on considère que la période de contre-saison va être à partir du mois de mars jusqu'au mois d'août. Quand on parle de contre-saison, c'est que tout ce patron d'hormones-là va tranquillement s'endormir. Donc, on va tranquillement avoir une sécrétion pulsatile de FSH et de LH toujours plus faible, plus faible, plus faible, plus faible, puis finalement, plus de croissance folliculaire, plus d'ovulation, pas de corps jaune, pas de progestérone, puis j'appelle ça un cycle qui s'endort. Un peu ce qu'on voit ici. Je vais avoir à partir de février un cycle qui s'endort, puis l'effet, c'est que j'ai pas de chèvre en chaleur. Parce que si j'ai pas ce patron complet de sécrétion hormonale, je vais pas avoir phase folliculaire de sécrétion suffisante pour avoir des chèvres qui sont réceptives au bouc, puis qui ont une ovulation fécondante aussi avec des ovules de qualité. Quand on va réapprocher de la saison de reproduction, on va avoir une reprise de l'activité ovulatoire, puis on va arriver à notre période de saison sexuelle. Évidemment, ça, c'est un patron qui est chez la chèvre laitière, puis on voit que la fenêtre de saison puis de contre-saison est variable, mais il faut toujours penser qu'il y a beaucoup de variations individuelles, puis ça, c'est de différentes études. Maintenant, si on regarde
au niveau de la... Bon, juste terminer, le petit ruminant, donc on parle de la chèvre et du mouton. La chèvre est probablement le petit ruminant le plus productif en termes de fertilité sous des conditions tropicales ou non tropicales. Donc, même sous nos latitudes ici au Québec, on va avoir des saisons de reproduction qui sont généralement plus longues que chez la plupart de nos races ovines. Puis il y a plusieurs races qui ont le potentiel chez la chèvre de se reproduire à longueur d'année, alors que d'autres vont avoir une reproduction très, très saisonnière. Par exemple, la Angora qui va avoir un patron de reproduction qui se rapproche beaucoup plus du mouton, par exemple. Si on regarde par rapport à la chèvre de boucherie, ici, ce que j'ai tracé en bleu, c'est le pourcentage de chèvres qui vont exprimer un comportement de chaleur. Puis, cette donnée-là, je les ai adaptées d'une étude qui a été faite en 2000 spécifiquement chez la chèvre de boucherie, Boer. Par contre, cette étude-là a été faite dans l'hémisphère sud. Donc, j'ai simplement réajusté les mois pour aller chercher le même patron, la même courbe de reproduction. Ce qu'on voit, c'est que ce qui avait été étudié chez les chèvres, c'est qu'il y avait quand même des variations qui étaient significatives là, entre la saison puis la contre-saison. Toutefois, par rapport à l'espèce ovine, il n'y a pas d'anestrus complet. Donc, il y a toujours, même dans les mois les plus difficiles, on va avoir, même si c'est très faible ici, il va toujours avoir quand même quelques individus qui vont être capables de se reproduire à longueur d'année. Donc, on a une saison de reproduction qui est beaucoup plus longue, si on parle de saison active, on a une saison de reproduction plus longue que la chèvre laitière. Donc, des accouplements avec des bons taux de fertilité de septembre à mars, puis ce qui est considéré comme contre-saison est plutôt du mois d'avril jusqu'au mois d'août, peut-être mi-août, où on voit ici là, qu'on est à peu près vers du 30 si on ne fait aucune intervention. Donc, il y a quand même une possibilité d'avoir des taux de fertilité acceptables, tout dépendant qu'est-ce qu'on considère acceptable. Évidemment, dès qu'on va utiliser l'effet Book, qu'on va parler un peu plus tard, ben, ces taux-là vont remonter. Ça, c'est des animaux qui ne sont pas du tout exposés au mâle, puis on a détecté les taux de chaleur par prise de sang, donc pour aller voir quand est-ce que les animaux ovulaient et non pas, c'était pas des animaux qui étaient exposés au bouc, on voulait vraiment avoir le patron de reproduction sans aucun effet extérieur. C'est ce qui arrive chez la chèvre de boucherie. Donc ici, on le voit, j'ai mis en vert la partie saison de reproduction et contre-saison qui est un peu plus courte. Donc c'est un avantage quand même pour l'espèce. Donc, en moyenne, ici, c'était ce que j'ai mis les petites courbes. C'est si ma chèvre n'est pas exposée au bouc, ben, je peux avoir 11,7 cycles estraux durant la saison de reproduction. Tant que la chèvre n'est pas exposée à un bouc, ben, c'est ce qui peut arriver, c'est ce qui avait été là dans cette étude-là, parce que les chèvres étaient tout simplement pas exposées au bouc. Donc, période d'estrus, contre-saison, période d'anestrus. Donc, on n'a pas ou beaucoup moins d'activité de reproduction. Donc, si on parle de période d'anestrus où il n'y a pas vraiment de comportement de chaleur, où le comportement de chaleur est vraiment réduit, la durée de la période de cette période-là, bon, évidemment, il y a des variations individuelles. Fait qu'on peut avoir des animaux, ici c'est une moyenne, qui vont être tout près de zéro, fait qui n'auront pas d'expression de l'activité de reproduction. Si nos chèvres sont en lactation, ben, ça va avoir un effet négatif sur la reprise de l'activité de reproduction. D'où l'importance de sevrer les chevreaux avant de réexposer les chèvres au bouc parce que cet effet de lactation a un effet inhibiteur sur la reprise de l'activité sexuelle. L'intervalle postpartum a aussi un gros effet. Il faut laisser le temps au cycle reproducteur, donc à l'utérus de reprendre sa place, laisser le temps à la physiologie de l'animal d'être prêt, d'avoir un état de chair adéquat. Puis évidemment, tout ce qui est état de chair et nutrition vont jouer un grand, grand rôle. Donc, quand on connaît ces paramètres-là, puis qu'on est capable de les impliquer dans un calendrier de régie, on va le voir au bloc suivant, ben, c'est tous des aspects, des éléments qui vont aider à améliorer les performances reproductives, surtout en contre-saison.
quoi le principal facteur qui explique ces variations-là? C'est pas la température. C'est vraiment la photopériode. Quand on parle de photopériode, c'est les variations de la durée du jour durant l'année. Donc, ces variations-là affectent une multitude d'animaux, mais les petits ruminants ils sont fortement influencés par les variations annuelles de la durée du jour. Donc, si ici, j'exprime la photopériode en fonction de mes petites barres jaunes, qui est la période de jour, puis les périodes noires qui sont des jours plus courts, ben, quand je suis plutôt la nuit, quand je suis en période de printemps ou d'été, ben, j'ai des journées qui sont plus longues avec, durant ma journée de 24 heures, mes nuits vont occuper un espace beaucoup moins long durant la journée. À l'automne, à l'opposé, mes journées sont beaucoup plus courtes, fait que la période de nuit est beaucoup plus longue. Cet effet-là a un effet sur la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone c'est une hormone naturelle qui est sécrétée autant chez l'être humain que chez les petits ruminants. C'est une hormone qui est sécrétée par la glande pinéale. Et elle est sécrétée exclusivement durant la nuit. Donc, ça devient un messager, cette hormone-là. Donc, pour l'animal, plus la sécrétion de mélatonine est longue, parce que la nuit, si je prends l'automne, plus la sécrétion de mélatonine est longue, plus l'animal va comprendre que les nuits sont longues, donc les journées sont courtes, qu'on est en période de jour court, puis ça a un effet stimulateur sur l'activité de reproduction. À l'opposé, quand la sécrétion de mélatonine est plus courte, comme le printemps ou en été, ben, c'est parce que les journées sont plus longues, les nuits sont plus courtes, puis ça a un effet inhibiteur sur l'activité de reproduction. On va y revenir un peu plus tard quand on va parler de photopériode. Donc, cet effet-là va être compris par l'animal, les durées de sécrétion de mélatonine, puis ces variations de durée du jour que j'ai mis ici vont avoir un effet sur l'activité de reproduction des femelles. Donc, plus les journées allongent, plus le pourcentage de chèvres en chaleur va diminuer. Puis lorsque les journées à partir du solstice d'été, qui est autour du 21 juin, à partir du solstice d'été, lorsque les journées commencent à diminuer, on va avoir une reprise très progressive, mais quand même assez rapide de l'activité de reproduction entre le mois fin août jusqu'à septembre et durant l'automne. Donc, on appelle souvent les petits ruminants, comme le mouton et la chèvre, des espèces de jours courts parce que leur activité de reproduction est principalement durant la période automnale, début hivernal, où les journées sont beaucoup plus courtes. Ce phénomène-là, c'est un phénomène d'adaptation à l'environnement. Donc, c'est un phénomène qui contribue à ce que les petits, donc si les chèvres tombent en chaleur durant l'automne, les petits vont naître au printemps dans une période où l'alimentation est plus favorable à la survie des petits. C'est vraiment un phénomène d'adaptation de nos espèces ovines et caprines pour améliorer la survie de leur descendance. Ici, on voit une étude qui a été faite encore là par le même auteur en Amérique du Sud. Donc, si je regarde, on est pas mal plus près de l'équateur. Ici, c'est ma durée du jour qui varie entre peut-être 10 et 12-14 heures par jour. Fait qu'on n'a pas les mêmes latitudes, on est plus proche de l'équateur. Chose intéressante dans l'hémisphère sud à cet endroit-là, on a des précipitations qui vont varier. Fait que mes précipitations sont ma petite ligne ici. Fait qu'on a une fertilité qui est un peu inversement proportionnelle pour s'assurer que lorsque les petits vont naître, il va y avoir un peu plus de précipitations, puis on va avoir des chevreaux qui vont avoir accès à un meilleur herbage. Fait qu'on est à l'opposé, il faudrait un peu changer les mois, mais ici, janvier, février, mars, avril, mai, fait qu'on est dans l'hémisphère sud, on a l'inverse, fait que le gros boom de chèvres qui vont présenter un comportement de chaleur vont être dans une période qui est peut-être un peu moins favorable en période de journée plus courte, mais aussi quand les chevreaux vont naître plus en automne, puis on voit ici que les précipitations ont augmenté. Fait que c'est un peu l'opposé, mais c'est la même chose. Les chèvres sont en chaleur quand les journées sont plus courtes. Puis le pourcentage de chèvres en chaleur va
va diminuer lorsque la durée du jour rallonge. C'est toujours un phénomène d'adaptation. Évidemment, j'ai toujours la question, oui, mais pourquoi nos chèvres ici ou nos moutons ici vont se reproduire à l'automne, puis ils vont naître, les petits vont naître entre février et mars, quand on a 4 pieds de neige. C'est parce que nos races n'ont pas été créées ici. Puis même si on déplace les animaux d'une latitude, ils vont finir par s'adapter à l'environnement, mais ils ont quand même un bagage de gènes qui les suit, qui fait que cette durée de saison-là, on ne peut pas quand même complètement inverser leur patron reproductif puis avoir des chèvres qui s'accouplent seulement pour avoir des petits qui vont naître en mai-juin, avril-mai-juin, quand toute la neige est fondue. Fait que c'est un phénomène d'adaptation sur plusieurs dizaines de générations en sélection. Chez les chevrettes, qu'est-ce que ça ressemble? La reproduction est aussi saisonnière comme chez les chèvres adultes. Quand on parle de chevrette, généralement, on va parler du terme de puberté. La puberté, ça correspond au début, à l'apparition de la première chaleur, des premières ovulations. La puberté chez les chevrettes va survenir entre 5 et 7 mois d'âge. Il peut avoir des variations individuelles, mais chez la chèvre de boucherie-brouwer, c'est pas mal les âges qui sont ciblés pour l'apparition de la puberté. Puis évidemment, l'âge de la puberté va dépendre du moment de naissance de la chevrette. Fait que, généralement, des chevrettes qui vont naître dans la saison naturelle, donc qui vont naître autour de février, pourraient avoir un début de puberté vers 157 jours, donc vers 5,5 mois environ. S'ils naissent un peu plus tard, le début de la puberté risque d'être un peu plus tardif, mais arrêter puis reprendre à l'automne suivant. Puis pour bien le visualiser, je l'ai mis ici, toujours en pensant que la durée du jour va avoir un effet sur le moment de la chaleur, puis sur l'apparition de la puberté. Donc, si je prends une chevrette qui naît entre février et mars, risque d'avoir ses premières chaleurs vers l'âge de 5 à 6 mois, soit durant le tout début de la période en vert ici, c'est la saison de reproduction forte. Donc, à partir de septembre, octobre, novembre, notre chevrette va commencer ses chaleurs. Si j'ai une chevrette, par contre, qui naît au mois de juillet, ces chaleurs vont arriver à la toute fin. Quand elle va avoir 5 mois, ça va être à la toute fin de la période naturelle de reproduction. Puis, on va avoir une augmentation de la durée du jour. Donc, oui, il peut y avoir des chevrettes nées à l'été qui vont avoir l'apparition de la puberté vers la fin janvier, février, mais il y a aussi une possibilité que ces chevrettes-là passe un tour, si on veut, puis soit en chaleur juste à l'automne suivant. C'est toujours un défi quand on parle d'agnelle ou de chevrette de planifier la période d'accouplement pour ne pas avoir ces mauvaises surprises-là. Donc, de comprendre le pourquoi ces chevrettes-là, en fonction de la période de l'année, peuvent tomber, passer droit, particulièrement là, si ils naissent un peu plus tardivement durant le printemps ou l'été. Fait que c'est à planifier. Le début de la puberté chez les chevrettes, le poids vif a un effet majeur. Fait que la puberté va survenir vers 28 à 30 kg de poids vif. Puis, c'est préférable aussi d'attendre que les chevrettes aient atteint environ 60 à 75 du poids adulte avant leur première exposition au bouc. Et il y a des effets justement sur ça quand on parle d'optimiser la fertilité, de la nutrition, puis de l'état de chair. Je n'avais pas d'études chez la chèvre, mais je voulais en montrer une chez les agnelles. Ici, ce qu'il y a, c'est dans le fond, c'est une étude où est-ce qu'on a évalué après le sevrage l'effet de 4 niveaux d'alimentation pour soutenir la croissance. Donc, le groupe A, on avait une alimentation à volonté après le sevrage. Le groupe B, on a été restreint au départ, puis quand on a lâché la restriction, on a donné à volonté, donc quasiment quelques semaines, ici c'est en semaines, quasiment 10 semaines plus tard. Le groupe C, alimentation restreinte pendant plusieurs semaines, puis après ça, on revient à une alimentation à volonté. Puis le groupe D, 10, 20, 30, 40 semaines de restriction avant de remettre à volonté.
Donc, 4 niveaux de restriction comparés à des chèvres à volonté. Et ce qu'on veut aller voir, c'est l'effet sur le pourcentage d'agnelles qui étaient cycliques. Fait que ces agnelles-là étaient exposées à la lumière naturelle qu'on voit ici. Fait que j'ai la variation annuelle de la durée du jour qui part, qui descend. Bon, je suis au solstice d'hiver ici, la luminosité remonte jusqu'au solstice d'été. Puis, ici, ce qu'on voit, c'est l'effet sur le gain de poids. Fait que le fait que les chèvres du groupe A étaient à volonté gagnent un gain de poids rapide après le sevrage. Le groupe B restreint un peu plus longtemps. Dès qu'on remet une alimentation à volonté, ils regagnent du poids, pas autant que celles qui ont toujours été à volonté, mais quand même un bon gain compensatoire. Groupe C atteigne le même, presque pratiquement le même poids que le groupe B, mais très, très tardivement. Et le groupe D, qui a une restriction alimentaire prolongée, va récupérer un poids qui est un peu plus important, mais pratiquement 1 an plus tard. Quel est l'effet sur le pourcentage de cyclicité? Ce qu'on voulait voir, dans le fond, c'est quand est-ce qu'apparaît la puberté en fonction de différents niveaux de restrictions alimentaires. Ben, ce qu'on voit ici, c'est que le groupe A, 10 des chevrettes sont tombées en chaleur durant la période naturelle, donc en octobre. Le groupe B, on a eu un petit décalage, 7 sur 7 qui sont tombées en chaleur environ presque 1 mois plus tard que celle du groupe A. Le groupe C, c'est pas un gros nombre, c'est des drôles de statistiques, je dirais. 2 sur 3 qui ont commencé leur chaleur, puis on arrive à la toute fin de l'activité de la saison de reproduction pour le mouton. Et le groupe D, effet d'une sous-alimentation prolongée, d'une restriction alimentaire prolongée, on a passé à l'année suivante. Et ça, ce que ça vient dire, moi, je suis pas mal certaine que des chevrettes qui auraient une mauvaise nutrition, mauvais état de chair, on pourrait avoir un patron qui ressemblerait à ça au niveau de la reproduction. D'où l'importance de s'assurer d'avoir des programmes alimentaires puis une alimentation soutenue pour les chevrettes qui sont en croissance, suivre le gain de poids pour qu'il soit adéquat. On ne veut pas un gain de poids aussi important que des chevreaux de boucherie, ça reste des sujets reproducteurs. Et on doit avoir un bon gain quotidien, une prise de chair, un état de chair adéquat. Puis surtout chez des chevrettes qui naissent un petit peu plus tardivement, mais si on planifie de les accoupler en contre-saison ou sur la fin de la saison, la nutrition va prendre une importance encore plus considérable. Maintenant, si on parle des boucs, comme les béliers sont capables de se reproduire à longueur d'année, puis comme les béliers, on a tendance à sous-estimer leur importance. Quand on parle de performance de reproduction, il y a 50% des performances qui sont dues aux femelles, 50% aux mâles. Généralement, on accuse que les femelles. Donc, faut le considérer que même les mâles vont avoir des variations saisonnières. Fait qu'entre contre-saisons, ça va être les mêmes périodes à partir de mars, avril, mai, juin, juillet, août, chez les boucs, on va avoir une baisse de sécrétion de testostérone, une baisse de la libido, une baisse de la circonférence scrotale et du poids testiculaire. Puis ça, c'est vraiment à cause de la baisse de sécrétion de testostérone. Ça va avoir un effet sur la quantité de semences, puis surtout sur la qualité de semences. Donc, en contre-saison, on a circonférence plus petite, puis la circonférence, puis le poids testiculaire, c'est vraiment relié complètement positivement à la quantité de spermatozoïdes puis à la quantité de semences qui est produite. Mais quand on a une réduction, puis la quantité est moins là, mais qu'en plus la qualité est réduite, on a plus de spermatozoïdes anormaux qui ne bougent pas, qui n'ont pas de queue, donc ils peuvent juste virer en rond et on en passe, on a une qualité de semence qui est réduite. Bien, tout ça, ces aspects-là vont s'ajouter à la période d'anestrus des femelles, puis vont contribuer à baisser les taux de fertilité. Fait qu'on va y revoir un peu plus tard, mais il y a des possibilités pour améliorer les performances de reproduction chez les boucs en contre-saison. Chez le bélier, ici, j'ai mis une courbe, mais ces courbes-là, on pourrait les retrouver chez la chèvre aussi. Fait que ce qu'on voit chez le bélier à partir de décembre, janvier, c'est une baisse du poids testiculaire, une baisse de la production spermatique qui est reliée, comme je disais, aussi à une baisse de circonférence scrotale,
qualité et de la quantité de semences. Donc, les petits ruminants sont vraiment affectés de façon saisonnière, encore là, par la photopériode. Et on le voit ici, fait que chez les boucs, on va avoir une période de contre-saison, comme chez les béliers. Justement, un effet chez le bouc, une étude chez le bouc, on a évalué la concentration, la motilité, la viabilité, le pH, puis on va s'attarder surtout au volume de semences en fonction des saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Puis ce qu'on voit, c'est surtout, ici je l'ai mis en fonction du volume, mais à l'automne, on a une production de volume de semences nettement supérieure à toutes nos autres saisons. L'hiver, qui va être relativement égal à l'été, mais quand on arrive à viabilité, c'est vraiment vers la fin de l'été, l'automne, puis l'hiver qu'on va avoir une viabilité, donc une qualité de semence des spermatozoïdes plus motiles, viables, normaux, ben, on va avoir cette viabilité-là qui contribue, qui est significativement supérieure là, à ce qu'on observe là, en été. C'est encore là, c'est la photopériode qui est le principal responsable de ces variations saisonnières-là qu'on va voir chez les animaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour contourner ce cycle annuel? Il y a différentes techniques, puis c'est là qu'on va aller les voir, les techniques de reproduction qui existent pour optimiser les performances de reproduction. Donc, pour contrôler la reproduction en contre-saison chez les femelles, puis éviter ces baisses-là, il y a des méthodes artificielles. Ici, je parle seulement de CDR, puis dans les méthodes naturelles, il y a l'effet Book, puis il y a le contrôle photopériodique. Pour contrôler la reproduction en contre-saison chez les mâles, parce qu'on a vu comme les femelles qui sont aussi affectées, des méthodes artificielles, il n'y en a pas vraiment. Mais on a des méthodes naturelles comme le contrôle lumineux qui devraient être utilisées partout, même chez les producteurs qui ne veulent pas utiliser la photopériode chez tous leurs troupeaux. Fait qu'on commence par le CIDR. Le CIDR, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est comme ici sur l'image. Donc, quand on parle de CIDR, ça veut dire Controlled Intravaginal Drug Releasing Device. Donc, c'est un silicone médical solide qui contient de la progestérone naturelle. Puis ce silicone-là va insérer dans le vagin de la femelle, puis va libérer la progestérone naturelle pour la période qui va rester dans le vagin de l'animal. Le CDR, son rôle, c'est de synchroniser la chaleur puis l'ovulation. Il va permettre de synchroniser les accouplements en contre-saison et de regrouper les accouplements, donc les chevretages, à un moment bien précis. Fait que le CDR, quelqu'un veut aller en vacances au printemps, veut s'assurer de ne pas avoir de mise bas de chevretage dans une période spécifique quand il est parti en vacances, pourrait se servir du CDR à l'automne pour regrouper les accouplements. C'est sûr qu'il y a un coût qui est relié à ça quand on l'utilise en saison, parce que nos chèvres sont de toute façon cycliques. Fait que moi, je trouve toujours que c'est un peu une perte d'argent, à part pour ces moments précis-là, ou encore pour faire de l'insémination artificielle à temps fixe quand on veut vraiment connaître le moment de l'ovulation. Donc, comment que ça fonctionne? Le CDR va être inséré dans le vagin chez la chèvre pour une période de 5 à 17 jours. Je vais revenir sur les protocoles après parce qu'il y a différents protocoles utilisés chez la chèvre. Il faut toujours se rappeler le principe de la physiologie de ce qu'on a vu au niveau du patron reproductif. Donc, la progestérone va être absorbée par la muqueuse vaginale, puis ce niveau-là va mimer la présence d'un corps jaune. Fait que quand on parlait de corps jaune tout à l'heure, ben, notre corps jaune deviendrait un peu notre CDR. Alors, tant et aussi longtemps que le CDR va être à l'intérieur du vagin chez la chèvre, il va bloquer la sécrétion des autres hormones, donc la FSH, la LH, puis il va aussi bloquer le pic de LH, puis l'ovulation. Tant et aussi longtemps qu'il est là, c'est comme si on vient d'arrêter le cycle. Quand on retire le CDR de la chèvre, le niveau de progestérone va chuter drastiquement. Puis cette chute drastique du niveau de progestérone va induire ou stimuler la reprise du développement des follicules parce qu'on va avoir une reprise de la sécrétion pulsatile de LH puis de FSH qui va repartir une phase folliculaire, donc une vague de croissance de follicules. Les chaleurs
Puis ça va être assez rapide. Puis que notre phase folliculaire va se développe. Puis les chaleurs vont commencer environ 24 à 36 heures après le retrait du CDR. Puis évidemment, quand on retire le CDR pour contribuer à cette phase de croissance folliculaire-là, généralement, on va injecter au retrait du CDR de la PMSG. PMSG, c'est Pregnant Mare Serum Gonadotropin, mais c'est un folliculostimulant. Donc, ils vont juste aider à augmenter la croissance le développement de plusieurs follicules. Puisque les chèvres viennent en chaleur relativement tout en même temps, 24 à 36 heures, ben, on recommande de ne pas utiliser plus qu'un bouc pour 5 à 6 femelles. Chez le mouton, dès qu'on dépasse le 5 à 6 femelles, on voit nos taux de fertilité chuter très, très rapidement. Pourquoi? Parce que les femelles viennent en chaleur tout en même temps. Le mâle peut s'intéresser à la ou les d'eux-mêmes, puis manquer les chaleurs des autres. Alors, plus vous allez mettre de chèvre, il faut penser qu'il y a un coût relativement important au CDR. Plus vous allez mettre de chèvre, plus vous risquez de baisser vos taux de fertilité avec le CDR. Fait que ce protocole-là, si on n'a pas suffisamment de boucs, on est mieux de fractionner nos accouplements sur plusieurs jours ou semaines de retrait. Donc, la première semaine, je pose des CDR 5-6 chèvres. 5 à 6 jours plus tard, je pose des CDR à 5-6 chèvres. Seulement pour être capable de m'assurer que chaque bouc va pouvoir ne pas avoir trop de chèvres. Si on ne fait pas ça, on peut aussi, puis ça c'est vraiment recommandé, faire le processus de saillie en main. La saillie en main, c'est assez simple. Oui, ça a l'air prenant, mais au coût de la technique, ben, ça vaut la peine de prendre ce travail-là. La saillie en main, c'est que je vais avoir retiré mes CDR à 5-6 chèvres. Je mets le bouc dans l'enclos avec les 5 à 6 chèvres, puis je lui mets un harnais marqueur. Ou je mets de la craie pour être capable de m'assurer qu'il laisse une trace sur les chèvres qui va grimper. Il grimpe la première chèvre, elle est bien marquée, je retire cette chèvre-là du parc. Il monte la deuxième chèvre, je retire cette chèvre-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 6 chèvres aient été montées au moins 1 à 2 reprises. Puis une fois que toutes les chèvres vont avoir été montées 1 à 2 reprises, je les remets tous ensemble avec le bouc. Comme ça, je peux m'assurer qu'il ne va pas tomber en amour avec seulement une, puis laisser pour compte les autres, puis passer la période de synchronisation de la chaleur, parce que c'est l'objectif, entre autres, de l'utilisation de CDR. C'est pas seulement d'avoir des saillies hors saison, c'est de grouper. Fait qu'il faut s'organiser, mettre toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne quand c'est le temps, quand on vient d'utiliser ce traitement hormonal-là. La technique est relativement coûteuse. Une grosse partie du coût vient de la PMSG. Fait qu'on parle d'un 12 à 14 la tête qui va inclure tout le matériel, les aiguilles, le sac, les CDR proprement dit, les seringues, la PMSG. Donc, à ce coup-là, c'est quand même important de respecter le protocole pour avoir une bonne synchronisation. Quand je parlais du protocole, justement, on parlait de 5 à 17 jours. Puis c'est là que je trouve que chez la chèvre, bon, il y a peut-être un travail à faire pour compiler différentes données de fertilité sur l'utilisation du protocole de CDR parce que j'ai trouvé difficile d'obtenir des protocoles vraiment fixes qui peuvent être bien vulgarisés. Évidemment, la durée du traitement et le type de protocole, il faut toujours considérer que ça dépend de la saison. Fait que si j'ai admettons, j'ai des femelles qui sont cycliques parce qu'ils sont encore en saison, parce qu'ils sont saisonnières à l'année, ben, une femelle cyclique, il faut toujours se dire qu'elle va avoir un corps jaune qui est actif. Donc, je donne un exemple. Admettons, je pose le CDR pendant 12 jours à une femelle qui est cyclique. Si je pose le CDR puis que cette femelle-là venait d'ovuler, le jour que je pose le CDR, ben, le CDR va être comme son corps jaune, il va sécréter
il va libérer la progestérone. Mais quand je vais retirer le CDR après 12 jours, cette femelle-là qui se clique, son corps jaune ne va pas être détruit. Il va, il va continuer à sécréter de la progestérone. Donc, cet effet-là que je voulais avoir de synchronisation CDR qui fait qu'au retrait, j'injecte la PMSG qui me coûte presque la moitié du coût de la technique. Ben, j'injecte la PMSG, mais même si j'injecte un folliculose stimulant, la progestérone, elle vient tout bloquer parce que l'animal qui est déjà cyclique a un corps jaune actif fonctionnel. Fait que je viens de prendre 12-14 piastres puis le mettre dans la poubelle. C'est à peu près ce qui vient d'arriver. Fait que si j'utilise des protocoles qui sont plus courts ou si j'ai le doute que mes chèvres, même en mars, ont encore un potentiel de reproduction, ça se peut que ce protocole-là soit vraiment pas adapté. Justement parce que cette progestérone-là est là. Donc, au retrait, comme je viens de le dire, au retrait, le corps jaune actif de l'animal sécrète encore le niveau de progestérone. Je n'ai pas de baisse de progestérone comme prévu. Fait que je mets les boucles ici, peut-être à 24 heures, puis il n'y a pas d'activité de reproduction qui se passe. Ça va arriver pas mal après. C'est comme une perte d'argent. Les protocoles que j'ai trouvés qui ont été faits chez quelques races laitières chez la chèvre angora, des protocoles un peu plus courts qui ont été étudiés autant par Geneviève Maher que le docteur Vaillancourt. Donc, on va prendre un protocole qui va être de 7 jours, mais dans ce protocole-là, on va utiliser autant le folliculostimulant, qui est le PMSG, que la prostaglandine. Fait que après, si je prends mon protocole, je pose mon CDR au jour 0. Le CDR libère la progestérone dans le corps de l'animal. Puis au jour 7, je retire le CDR, j'injecte ma PMSG qui va contribuer à induire ma phase folliculaire. Puis j'injecte au même moment une prostaglandine. La prostaglandine, son effet, c'est de détruire tous les corps jaunes qui sont potentiellement actifs chez des femelles cycliques. L'effet prostaglandine là, est essentiel dans ce cycle-là pour avoir cette synchronisation. Puis, à 24 heures après le retrait et les injections de ces deux hormones-là, je vais mettre le bouc avec les femelles pour un mâle pour 5 à 6 femelles. Ce qui est important quand on va travailler avec le CDR, c'est d'avoir tout le matériel nécessaire. Donc, les CDR, un applicateur pour CDR, idéalement avoir 2 applicateurs pour le CDR parce qu'on va avoir une chaudière propre, idéalement stainless, qui va contenir de l'eau, puis une solution iodée ou une solution désinfectante douce. C'est rien de très fort. Puis l'objectif de cette chaudière-là, c'est de tremper les applicateurs en alternance pour ne jamais réutiliser sans désinfection l'applicateur sur 2 chèvres consécutivement. Même si c'est dans votre même entreprise, on essaye de garder un certain niveau de salubrité, de biosécurité pour ne pas rendre malade les animaux. Fait que, on a besoin de CDR, d'applicateurs pour CDR. Foligon, Pregnocol, c'est une autre hormone qui peut, ou Novormone, c'est des hormones, c'est le nom commercial. Consultez votre vétérinaire autant pour avoir ces hormones-là que l'applicateur, les CDR. Même chose pour les prostaglandines. Donc, tous ces 3 premiers picots-là, c'est sous prescription vétérinaire. Après ça prend des gants très, très, très importants de ne jamais toucher le silicone, dans le fond, le CDR avec les mains directement avec la peau parce que la progestérone peut passer à travers la peau, donc particulièrement chez les femmes, ben, ça peut affecter notre cycle à nous de reproduction. Donc, il faut travailler avec des gants qu'on va se laver souvent les mains. Donc, l'effet d'avoir des lingettes propres, des papiers, nos chaudières pour être capable de garder toujours tout le chantier de pose de CDR propre et acceptable. Du lubrifiant, des seringues de 3 millilitres parce que le dosage de PMSG, c'est des très, très petites quantités. Vous devez faire affaire avec votre vétérinaire pour savoir le dosage de PMSG, mais on ne prend pas plus gros que des seringues de 3 ml parce que souvent, c'est des 1,5, maximum 2 cc de PMSG. Si vous prenez une seringue trop grosse, la précision est vraiment pas bonne, puis vous risquez soit de surdoser ou de sous-doser.
une aiguille par animal, puis après ça, ben, c'est un chantier efficace, sécuritaire, autant pour les manipulateurs que pour les chèvres qui vont, sur lesquels on va poser les applicateurs, ou les applicateurs et les CDR. J'aurais aimé présenter des résultats de fertilité en contre-saison pour les chèvres de boucherie avec CDR, mais je n'ai pas trouvé d'études de référence chez la chèvre de boucherie pour le voir. D'où ce que, comme je mentionnais au préalable, ce serait intéressant en filière si les producteurs utilisent cette technique-là, ben, qui travaillent avec le RECPQ à compiler les données de performance de fertilité avec cette technique de reproduction à contre-saison. L'autre, on passe maintenant à des techniques plus naturelles. On va y aller avec l'effet boucle. L'effet boucle, c'est une technique qui permet d'avancer. Dans le fond, ça permet d'étirer la saison de reproduction. Fait que ça va permettre de la devancer puis de la prolonger. Puis ça peut aller autant de 4 à 6 semaines. Donc, la courbe que je montrais ici que je reprends, que j'ai montré au préalable, on se rappelle que c'était une courbe qui présentait le pourcentage de chèvres en chaleur parce qu'on a fait des prises de sang pour voir le patron de sécrétion hormonale, mais ces chèvres-là n'étaient pas exposés à des mâles. Donc, l'effet Book, ce qui va permettre ici, si je le schématise visuellement, va permettre vers la fin de la saison, quand les chèvres commencent à diminuer leur diminuer leur performance de reproduction, commencent à avoir moins de chèvres en chaleur, ben, on va être capable de regagner simplement en exposant les femelles à des mâles. Donc, augmenter la proportion totale de chèvres en chaleur durant le printemps. Puis même chose pendant l'automne, à l'approche de la saison de reproduction, 4-6 semaines avant, on va être capable de regagner de la fertilité chez un plus grand nombre de chèvres, donc augmenter les performances globales de performance de fertilité par un plus grand nombre de chèvres en chaleur. L'efficacité de l'effet Book va vraiment dépendre de la profondeur de l'anestrus. Donc, moins on a de chèvres qui sont cycliques naturellement, moins les performances peuvent être intéressantes pour l'effet Book. Donc, si je l'exprime ici, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du patron hormonal ou au niveau de l'ovulation après l'introduction d'un book. Fait que si j'ai le nombre de jours après l'introduction du book, puis ici, en pourcentage, j'ai le pourcentage de femelles qui vont avoir une ovulation après l'introduction du book. Donc, admettons que je rentre un book dans un groupe de chèvres. Ce qui a été observé dans la littérature, c'est que dans les environ 2 jours après, on a une ovulation spontanée chez une grande partie des chèvres. Là, fait que j'ai quasiment 90%, même un peu plus, des chèvres qui vont avoir une ovulation spontanée, mais très peu de chèvres présentent un comportement de chaleur. L'ovulation est de mauvaise qualité, le corps jaune régresse vite. On appelle ça une ovulation silencieuse. Fait que ça, on comprend que ça a été fait par prise de sang. On ne pourrait pas le voir, mais c'est ce qui se passe au niveau de leur physiologie interne. Mais le fait qu'il y ait ce pic-là induit une reprise de la sécrétion pulsatile de FSH, LH, puis on a une reprise de la croissance folliculaire. Puis cette reprise de la croissance folliculaire-là va faire qu'environ 75% des chèvres vont faire un cycle court. Fait qu'environ 6 jours après, je vais avoir une deuxième ovulation. Encore là, peu de chèvres qui vont présenter un comportement de chaleur. Fait qu'il y a une deuxième ovulation silencieuse, mais là, une ovulation de meilleure qualité pour reprendre une meilleure croissance folliculaire. Puis 21 jours après, on a une troisième ovulation qui, celle-ci, est accompagnée d'un comportement de chaleur. Fait que chez environ, ici, on est environ à près de 80% des chèvres dans un groupe vont tomber en chaleur et exprimer un comportement de chaleur environ 30 jours après l'introduction du bouc. Chez 25% des chèvres, on va avoir, pardon, on va avoir une première ovulation qui est silencieuse, puis 21 jours après, ils vont exprimer un comportement de chaleur. Fait qu'ici, j'avais 75%, j'ai mal mis ma flèche là, j'ai 75% qui ont fait
une ovulation, qui ont eu un cycle court, puis qui ont ovulé une autre fois, puis j'ai un petit 25% qui vont avoir fait un premier cycle, une ovulation, comportement de chaleur. Donc, l'effet boucle, qu'est-ce qui va être observé par le producteur? Je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir, c'est que à cause de ces réactions-là de reprise de l'activité de reproduction avec des ovulations silencieuses, si vous introduisez un bouc dans un groupe de chèvres, vous risquez de voir à l'approche de la saison de reproduction ou au printemps, quand on est plus proche, plus en contre-saison, à l'approche de la fin de la saison de reproduction, vous risquez de voir une forte activité de reproduction environ 23 à 29 jours après l'introduction du bouc. Puis ça, c'est justement dû au fait qu'on a ces deux patrons de courbes de sécrétion puis d'ovulation, donc des reprises de croissance folliculaire. Fait que c'est une forte activité de reproduction qui va arriver quasiment tout près 25 jours, presque un mois après l'introduction du bouc. Fait que si c'est planifié, ben, on est capable de devancer l'activité de reproduction, de la prolonger, puis ça, ça ne coûte rien. C'est juste avec des mâles qui ont une bonne libido puis une bonne activité de reproduction. Qu'est-ce qui cause cet effet-là? C'est les phéromones mâles. Donc, des contacts, la poursuite, la libido du mâle, évidemment, ça prend des boucs qui vont avoir une bonne libido pour avoir un effet qui est supérieur. Pour améliorer les performances de l'effet bouc, c'est très, très bien documenté dans la chèvre, mais on recommande d'isoler les femelles au moins un mois avant l'utilisation de l'effet bouc. Puis quand on parle d'isoler les femelles au moins un mois avant, c'est ni vu, donc pas de contact visuel, pas de contact auditif, puis pas d'odeur. Les boucs, on génère quand même une odeur plus forte. Si on est capable d'avoir une section pour les boucs qui est à part de la section des femelles, ben on va être capable de stimuler puis d'avoir une meilleure réponse à cet effet-là. Le ratio va être un bouc pour 10 à 15 chèvres pour stimuler cet effet-là. Puis, ben, va être vraiment adéquat chez des chèvres adultes en fin de lactation, taris, des chevrettes. Toutes les races répondent à l'effet bouc. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée là, pour vraiment venir un petit peu hausser nos performances de reproduction, prolonger la saison. C'est important d'avoir des boucs qui ont une bonne libido. On a vu la même chose autant chez la chèvre laitière que chez le mouton. Des béliers qui ont une moins bonne libido, on va avoir une moins bonne réponse. Puis quand on parle d'une moins bonne réponse, c'est moins de femelles qui ovulent puis qui viennent en chaleur. Fait que plus les boucs vont avoir une libido qui est élevée, donc ils vont poursuivre les femelles qui vont être prêts, ben plus grand va être le nombre de femelles qui vont ovuler suite à l'introduction du bouc, qui vont ovuler, partir une croissance folliculaire, ovuler et exprimer un comportement de chaleur 25 jours après, ou faire deux cycles courts, un premier cycle, un deuxième cycle court, puis après ça, ovuler un petit peu plus tard. Fait que ça prend des mâles qui sont réveillés. Puis la façon de réveiller les mâles, ben, c'est d'utiliser des traitements de photopériode pour préparer les boucs en contre-saison. On pourrait aussi introduire une femelle de réforme en chaleur avec les boucs 7 à 10 jours avant d'utiliser l'effet bouc, juste pour qu'ils lâchent un peu leurs premiers éjaculats qui sont de moins bonne qualité. Puis ça va déjà un peu les partir là, pour stimuler leur libido puis leur ardeur à l'accouplement. C'est des techniques qui sont recommandées chez la chèvre. Ici, ce que je voulais montrer, c'est une étude qui a été faite chez la chèvre laitière, mais c'était des facteurs de succès avec, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'effet bouc. Fait que, on voulait évaluer là, la qualité de la stimulation, le contact, la libido du bouc. Il avait été séparé au préalable en fonction de la profondeur de la nestrus des femelles. On parle de profondeur de la nestrus, c'est combien j'ai de chèvres qui sont cycliques quand j'expose les femelles au bouc. Malheureusement, dans cette étude-là, la cyclicité est évaluée seulement à l'année 2 là, par prise de sang. On voyait que les 4 années, ça a été fait en avril, puis une année sur les 4, on avait environ la moitié des chèvres qui étaient cycliques, donc l'autre moitié était un cycle reproducteur que je dirais, j'appelle ça endormi. L'effectif, bon, c'était quand même des gros volumes de femelles qui mettaient avec les boucs. Puis ce qu'on voit, c'est performances de fertilité. Ben,
c'est la chèvre laitière, donc des variations saisonnières un peu plus importantes, mais on voit que sans aucune technique hormonale, ben, on est capable d'aller chercher des taux de fertilité supérieurs à 60% seulement avec l'effet bouc, avec des prolicités autour de 2 chevreaux nés par femelle. Maintenant, on va parler de la photopériode. La photopériode, on l'a vu au préalable, c'est le message environnemental qui va induire puis qui va avoir un effet pour indiquer quelles sont les saisons et les contre-saisons. Ici, j'ai mis une brebis parce que la photopériode chez les petits ruminants qui sont une espèce de jour court a un effet qui est vraiment important. C'est les variations naturelles de la durée du jour, donc de la lumière, et non pas la température, comme on pourrait penser, qui va avoir un effet sur la saison de reproduction. La photopériode va synchroniser tous les changements physiologiques puis la reproduction, autant des mâles que des femelles, comme on l'a vu au préalable. Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des animaux, on a vu un peu l'effet de la sécrétion de mélatonine, mais les animaux au printemps vont voir que la journée d'aujourd'hui est plus longue qu'hier et plus longue qu'avant-hier. Puis cet effet d'augmentation de la durée du jour va progressivement synchroniser ou changer le cycle physiologique des animaux euh, pour qu'ils tombent en anestrus lorsque les journées sont longues, puis quand on tombe à l'automne, que les journées diminuent, la courte période de lumière va induire une activité de reproduction automnale, puis arriver aux chaleurs avec une période d'accouplement plus forte durant l'automne. Sous lumière naturelle, quand on ne fait pas de manipulation artificielle du contrôle lumineux, c'est comme ça que les animaux saisonniers perçoivent les variations annuelles de la durée du jour, puis que ça va influencer leur activité de reproduction. Un peu comme je l'indiquais, là, chez la chèvre, même chose, ben, la chèvre va percevoir dans son environnement que aujourd'hui, le jour est plus long qu'hier, et ainsi de suite. Dans le printemps, le jour est plus court que la veille. Puis, c'est la mélatonine. Dans le fond, ici, ma sécrétion de mélatonine, plus les journées allongent, plus mes nuits raccourcissent, moins la sécrétion de mélatonine est longue durant la journée parce qu'elle est sécrétée juste la nuit. Et plus les journées raccourcissent, plus mes nuits sont longues, plus la sécrétion de mélatonine va être longue durant la journée. Puis c'est cette sécrétion de mélatonine-là qui est un messager qui va faire comprendre aux animaux que c'est la période jour long, c'est la période de jour court, puis qu'on a des transitions entre nos périodes de reproduction et de contre-saison. Donc, chez les petits ruminants, qu'on appelle le jour court, on sait que nos jours longs ont un effet d'inhibition de l'activité de reproduction, alors que les jours courts vont plutôt avoir un effet de stimulation de l'activité de reproduction. Donc, il y a longtemps, chez le mouton, on s'est dit, ben, c'est facile, on va laisser les animaux en jour court tout le temps, puis ben, ça va être facile, vu que c'est des jours courts, ils vont tomber en chaleur. Mais c'est pas aussi simple. On ne peut pas laisser les animaux continuellement en jour court. Chez les ovins particulièrement, on va avoir un arrêt progressif de l'activité de reproduction après une période d'environ 4 à 6 mois. Ces effets-là ont été observés aussi chez les chèvres laitières. Je n'ai pas de note chez la chèvre de boucherie, mais il faut toujours penser que les animaux ont quand même un rythme circadien et ils ont besoin de percevoir des variations dans l'environnement pour être capable de se situer physiologiquement durant l'année. Fait que si on laisse les animaux en jour court tout le temps, oui, au début, on va avoir des femelles qui sont toutes en chaleur, mais l'activité de reproduction va progressivement cesser après une période de 4 à 6 mois. Puis, si je les laisse encore en jour court, mais l'activité de reproduction va repartir, mais de façon inégale entre les animaux. Puis ça, au niveau de la régie d'élevage, j'appelle ça de la perte de contrôle parce qu'on n'est plus capable de faire aucune planification de nos périodes d'accouplement pour être capable d'avoir des groupes d'accouplement et planifier nos périodes de mise en marché, donc nos périodes de chevrettage puis nos périodes de mise en marché. Donc, l'apparition des chaleurs devient complètement imprévisible. Fait que quand on laisse les animaux sur une période prolongée en jours courts, les jours courts ont plus d'effet. C'est ce on appelle la période réfractaire aux jours courts. Dans le fond, ils ne répondent plus. Les jours courts sont supposés stimuler,
mais il y a un arrêt de reproduction parce qu'ils deviennent réfractaires à ce stimulus-là qui est là depuis juste trop longtemps. La même chose arrive en jour long. Si je laisse mes animaux continuellement en jour long, je les mets dans un bâtiment qui n'a pas de fenêtre, je laisse les lumières allumées 16 heures par jour pendant 1 an, ben, au début, ils vont arrêter de cycler parce qu'ils vont se penser en contre-saison, puis progressivement, je vais avoir des individus qui vont reprendre une phase folliculaire, une activité d'ovulation, de chaleur, puis cette reprise d'activité de reproduction-là va être comme ce qui se passe en jour court, elle va te reprendre de façon inégale et puis erratique entre les animaux. Donc, je serai plus capable de planifier mes groupes d'accouplement avec efficacité. Fait que même si les animaux, quand on parle de réfractaires au jour long, ça veut dire que les jours longs sont supposés d'inhiber l'activité de reproduction, mais si ça fait trop longtemps, je vais avoir une reprise. Ces deux choses-là, là, c'est important parce qu'il faut comprendre que, moi je le dis toujours, si j'ai une ferme avec un interrupteur, dès que j'ai un interrupteur, j'ai un contrôle artificiel, que je le veuille ou non. Donc, je dois comprendre que si je joue avec mon interrupteur puis que je laisse ma période de lumière trop longtemps, tous les jours ou trop courte, tous les jours, ben, je risque d'avoir un effet, même si je ne pense pas être en train de faire un traitement de lumière à mes animaux. On va y revenir un peu plus tard. Donc, en conditions naturelles puis en conditions artificielles, faut savoir que les animaux ils ont besoin de percevoir les variations lumineuses de la durée du jour. C'est ce qui permet de synchroniser le début et la fin de l'activité de reproduction. Puis, la synchronisation de l'activité de reproduction, quand on comprend la photopériode, ça devient super simple parce qu'on est capable de planifier nos groupes d'accouplement, de synchroniser la période de chaleur, de synchroniser une période d'automne en plein milieu du mois de juillet, juste avec une bonne manipulation des cycles de lumière, puis de l'exposition à laquelle les animaux sont, pas l'exposition, mais de la durée de lumière à laquelle les animaux sont exposés. Donc, si on manipule artificiellement leur perception des variations lumineuses, puis ça, dans le fond, ça nous permet de synchroniser artificiellement leur saison de reproduction. Fait que dans les prochaines diapos, je vais présenter les concepts de base de la photopériode puis les effets qui sont observés autant chez les chèvres que chez les boucs. Puis je rapporte ces concepts de base-là en 7 concepts de base. 7 concepts qui sont faciles à retenir, puis qui vont vous permettre, si vous les appliquez soit chez les femelles ou chez les boucs, d'améliorer vos performances de fertilité au printemps, sur les saillies au printemps. Donc, nos 7 concepts. Jour long, jour court, qu'est-ce que c'est? On va voir la définition. Donner un message clair. 3, l'intensité lumineuse. On a souvent la question. 4, alternance et durée d'exposition au jour long et au jour court. 5, le principe d'utiliser les jours longs avant les jours courts. 6, il y a un seul moment pour débuter un traitement lumineux dans l'année. Puis 7, un traitement exclusif. Donc, premièrement, jour long et jour court. Quand on parle de jour long, quand on est en contrôle artificiel, généralement, c'est plus que 16 heures de lumière par jour. Donc, on a chez le mouton, le 16 à 18 heures de lumière par jour est couramment utilisé. Puis, pour que les animaux perçoivent des variations artificielles, dans le fond, pour qu'ils répondent à un message lumineux, ben, on a besoin d'avoir un écart d'au moins 8 heures entre nos périodes de jour long puis de jour court. Donc, quand on va parler d'un jour court, si je pense à cet écart-là, ben, automatiquement, mon jour court, c'est 8 heures de moins, mais si je donne 16 heures de jour long, mon jour court va être de 8 heures. Si je donne 19 heures de jour long, mon jour court devrait être de 11 heures. Cet écart-là est essentiel pour avoir une meilleure réponse entre les jours longs et entre les jours courts. Mais en conditions artificielles, c'est pas mal la définition de ce qui est un jour long et un jour court. Deuxièmement, donner un message clair. On n'a pas besoin de donner une lumière artificielle croissante ou décroissante. Donc, je n'ai pas besoin d'une journée à l'autre de passer de 16 heures à 16h45, à 16h35, à 16h25. À part d'être compliqué, là, ça ne donne rien. Fait que
on va donner du jour au lendemain, nos animaux vont passer de 16 heures à pouf, 8 heures de lumière par jour. C'est un changement direct. Il n'y a aucun effet bénéfique supérieur de faire une réduction graduelle à part que d'être compliqué. Fait qu'on fait juste changer notre timer, puis ce message-là devient très, très clair au niveau de la physiologie des animaux. Fait que là, ici, jour long, on peut imaginer qu'il y avait très peu de sécrétion de mélatonine parce que les nuits étaient courtes. Jour au lendemain, je baisse de 8 heures ma durée lumineuse. J'ai des nuits beaucoup plus longues. J'ai une sécrétion de mélatonine qui est soudainement beaucoup plus longue. Puis j'ai un effet qui va être amélioré au niveau des performances de fertilité dans les semaines suivantes, puis j'y reviens après. Troisièmement, l'intensité lumineuse le jour et la nuit. Durant le jour, plus c'est clair, mieux c'est. J'ai souvent vu des gens me dire, j'ai souvent entendu les gens me dire, bah, en photopériode, c'est plate parce que ça prend des fermes, pas de fenêtres. Non, c'est pas vrai. C'est possible de bloquer les fenêtres quand on est période de jour court. Quand on est en période de jour long, là, il pourrait avoir que des fenêtres, puis c'est encore mieux, on veut qu'il fasse clair. C'est le fun de travailler quand il fait clair, fait que ça n'a aucune incidence. Fait que l'intensité lumineuse qui est plus importante, ben, ça va aider à simuler la consommation. Chez les vaches laitières, c'est largement documenté. Chez les moutons, ça n'a pas tant d'effet. Chez la chèvre laitière, un peu plus. Mais c'est vraiment la durée du jour qui a plus d'effet que l'intensité de lumière. Fait que, tu sais, ce qu'on parlait tantôt, 16 heures, 8 heures, c'est pas l'intensité qui va jouer sur la reproduction, c'est la durée. Mais ce qui est important, ce qu'on a vu chez le mouton, c'est que même à des faibles intensités, on avait des résultats. Fait qu'on a eu des études dans les années 2000 avec François Castonguay, avec l'Université Laval. Puis, à l'époque, il n'y avait pas les technologies d'éclairage. Aujourd'hui, on travaillait plus avec des ampoules incandescentes. Investir avec beaucoup de lumière dans les fermes coûtait très cher. Donc, on avait des entreprises, quand on faisait des recherches terrain, qui avaient d'intensité très faible. On parle de 15 lux, là, c'est 15 lux. Faire un parallèle, c'est que je rentre dans une ferme, puis si j'ai des papiers, puis que je me penche, je fais de l'ombre, puis je vois pas vraiment bien ce qui est écrit sur mes feuilles. Fait que c'est pas une intensité qui est intéressante à travailler, mais 15 lux, c'était suffisant pour inhiber la sécrétion de mélatonine. Parce que ce qu'on veut, c'est quand il fait clair, ben, qu'il n'y a pas de sécrétion de mélatonine, qu'il y ait assez de lumière pour inhiber la sécrétion de mélatonine. Fait que la sécrétion de mélatonine, ce qu'on sait, c'est que chez la chèvre, comme chez le mouton, est inhibée à partir de 2 lux. Ce que ça veut dire, c'est quand c'est la nuit, il faut qu'il fasse noir. Parce que 2 lux, là, c'est une pénombre. Fait que si je veux avoir 10 heures de nuit, 16 heures de nuit, ben, il faut que j'ai calfeutré mes fenêtres puis que je limite mes entrées de lumière en gardant une bonne ventilation. Mais ce qu'on veut, c'est zéro luxe aux yeux des animaux. Donc, c'est normal qu'on rentre dans une ferme puis qu'après quelques minutes, on soit capable de voir. Mais ce qui est important quand on utilise la photopériode, c'est d'utiliser un luxmètre. Il y a des applications qui existent maintenant qui peuvent être mises sur le téléphone cellulaire. Puis on va se placer à genoux dans le parc, on va placer la mesure. C'est sûr qu'un téléphone cellulaire, c'est sûrement moins performant au niveau qu'un vrai luxmètre commercial, mais on va aller placer le luxmètre à la hauteur des yeux des animaux, puis ce qu'on veut, c'est zéro. Pour avoir un effet, parce que dès qu'on arrive à 2 lux d'intensité, les lux, c'est une intensité de lumière, ben, la sécrétion de mélatonine va être inhibée, fait que ça ne sera pas perçu comme une nuit par les animaux. Fait que ça, c'est important à retenir. Fait que ça prend des bâtiments étanches à la lumière, mais bien ventilés. Quatrièmement, les animaux ne peuvent pas être exposés en continu à des jours longs et des jours courts. On l'a vu juste avant, fait qu'on ne peut pas les laisser en continu. Il faut alterner les périodes de jours longs et les périodes de jours courts. Puis ça, c'est ce qui va permettre de contrôler l'activité de la reproduction des femelles, des mâles, de permettre d'induire le comportement de chaleur, d'atténuer les variations saisonnières. L'alternance entre les jours longs et les jours courts, c'est la clé. Dans le fond, vous devenez mère nature décider quand est-ce qu'on passe de l'été à l'automne. Puis c'est vous qui allez être capable d'induire le comportement de chaleur, d'induire une activité saisonnière chez vos chèvres au moment que vous le désirez.
Fait que la durée minimum de ces périodes-là est cruciale. Ce qu'on sait, c'est on aurait besoin chez la chèvre d'un minimum de 3 mois. Euh, je, je saute d'une place à l'autre, mais on a un nombre de mois minimum d'exposition pour avoir les effets voulus qui sont différents entre les boucs, entre les mâles puis les femelles. Fait qu'on va commencer par les mâles. C'est largement documenté. C'est même chose que chez le bélier. Ce qui est observé chez, bon, ici, j'ai pas sur les races de boucherie, mais ça a été essayé sur plusieurs races ovines et caprines. Maximum 1 à 2 mois de jour long, alterné à 1 à 2 mois de jour court. Meilleure séquence, 1 mois de jour long, 1 mois de jour court, 1 mois de jour long, 1 mois de jour court, 1 mois de jour long, 1 mois de jour court, à vie. Si vous maintenez vos mâles dans cette séquence-là, vous allez avoir des boucs qui sont prêts à l'année. La sécrétion de testostérone, au lieu de monter comme elle monte à l'automne puis redescendre au printemps avec les variations testiculaires qui s'en suivent, on va avoir une sécrétion de testostérone qui monte et qui se maintient tant et aussi longtemps que ces cycles courts-là sont maintenus. Cette augmentation de testostérone-là a une incidence sur la libido des mâles, leur agressivité aussi, leur vigueur, mais aussi sur la qualité, le volume de semences. Donc, on va avoir une qualité de semences qui va être supérieure, surtout en contre-saison, quand on a quand on sait qu'il y a des variations. Donc, cette activité-là, comme je disais, induction d'une activité de reproduction persistance, augmentation et maintien du poids testiculaire. Donc, j'ai une augmentation de la testostérone, je vais avoir une augmentation de maintien du poids testiculaire dans le temps. Au niveau spermatozoïde, meilleure concentration, plus de spermatozoïdes normaux et motiles, augmentation de libido, agressivité et augmentation de l'incidence de phlémène. Donc, tous ces caractères-là, ce que ça fait aussi, c'est une amélioration de l'effet bouc en contre-saison. Fait que c'est non négligeable comme effet. Chez le mouton, j'ai une étude qui avait été faite en Europe où on avait comparé la fertilité de femelles saillies en contre-saison. Ils étaient synchronisés avec éponge, donc c'était des femelles sous lumière naturelle. Ces femelles-là étaient saillies avec des béliers qui étaient préparés avec des séquences photopériodiques ou avec des béliers qui étaient exposés sous lumière naturelle. La fertilité des femelles saillies, même technique de reproduction. Les éponges, 86 pour des femelles saillies avec des béliers préparés versus 59. C'est une différence majeure, puis là, c'est là, dans des études comme ça, qu'on voit à quel point les mâles ont un grand rôle sur les performances de fertilité des femelles. Chez une étude chez la chèvre, une étude qui est vraiment intéressante, qui date de 2019. Donc, on a comparé des boucs préparés avec la photopériode versus des boucs non préparés. Donc, les boucs photo-book que j'ai appelé, étaient exposés à 3 mois de jour long à partir du 31 octobre, puis cette séquence de jours longs était suivie de jours naturels. Donc, c'est sûr que quand j'arrive dans le printemps, les jours sont un peu progressifs, mais j'ai quand même un écart encore entre 16 heures de lumière, puis novembre, décembre, janvier. En janvier, on est à peu près à 10 heures de lumière par jour, fait que j'ai quand même un écart encore. Puis, mes boucs témoins étaient exposés à lumière naturelle. Ces boucs-là servaient à coupler des chevrettes qui étaient âgées de 7 mois ou de 10 mois, qui étaient sous lumière naturelle, puis les saillies étaient pleines contre-saison, donc le 10 avril. Ici, ce qu'on voit, c'est le niveau de testostérone mesuré chez nos deux groupes de boucs. Fait que ce qu'on voit, c'est que en octobre, puis durant la période octobre, si j'ai octobre, novembre, décembre, janvier, on voit que les niveaux de testostérone chez les deux groupes baissent progressivement. Les jours longs, évidemment, ils ont un effet plus marqué là, chez le groupe de boucs qui est exposé à la photopériode. Fait que les petits blocs noirs, c'est nos boucs qui sont exposés au jour long. Les autres sont exposés à lumière naturelle. Donc, eux autres, ils ont une baisse très drastique. Mais quand les jours longs arrêtent, le groupe sous lumière naturelle, le niveau de testostérone demeure très faible. Puis ici, la flèche là, c'est quand les boucs étaient exposés aux chevrettes.
Les boucs qui étaient exposés, qui ont eu un traitement lumineux jour long, jour naturel, ben on voit que quand environ comme 2 mois après, 2 à 3 mois après, la sécrétion de testostérone est vraiment significativement supérieure. Fait que des boucs qui étaient beaucoup plus près, ils n'ont pas analysé la qualité de la semence, mais ça aurait été très intéressant de voir que sûrement que la qualité de semence était supérieure, qu'on va le voir sur la fertilité, justement. Ici, juste pour parler un peu des chevrettes, conditions de chair, poids corporel, c'était le jour zéro, fait qu'on voit les chèvres de 7 mois avec des points noirs versus celles de 10 mois. Fait que des chevrettes de 7 mois avaient atteint un poids là, qui était significativement inférieur. Même chose pour l'état de chair, fait qu'il y a un peu moins des états de chair en bas de 3 versus des chèvres de 10 mois qui avaient un état de chair un peu plus adéquat. Fait que ces effets-là, c'est sûr que ça peut avoir un effet sur la fertilité. Je le présente le diapo suivante. Donc, si je groupe toutes les chèvres ensemble pour voir l'exposition au bouc, quel est le pourcentage de femelles qui ont exprimé un comportement de chaleur puis d'ovulation? 85 des femelles ont exprimé un comportement de chaleur. Donc, ici, c'est un effet bouc versus 43. Pourquoi? Parce que les autres, il y avait la testostérone dans le plafond, la libido qui était nettement supérieure au bouc témoin qui n'avait pas été préparé. Fertilité très significativement différente. Donc, toutes les chèvres autant 7 que 10 mois, et si c'est cumulé les deux, on a un taux de fertilité qui est vraiment nettement supérieur. Encore là, c'est seulement l'effet de la préparation des boucs. Puis, si on ramène ça en nombre de chevreaux par femelle exposés, ben c'est quasiment 0,5, c'est plus que 0,5 de plus. Fait que c'est pas grand-chose préparer les books, c'est juste avoir une petite section à part, puis leur mettre des jours longs durant l'automne. Puis, si on regarde pour les chevrettes de 10 mois, on parlait un peu au préalable de l'âge, de l'état de chair. Ben, pour toutes les chevrettes de 10 mois, ils étaient plus âgés, plus lourdes, avec une meilleure condition de chair. Ils ont une meilleure fertilité globale que les chevrettes de 7 mois. C'est vraiment majeur. Ça vient montrer que c'est important d'attendre que les chevrettes aient atteint leur poids, leur développement pour aller chercher des meilleures performances de fertilité. Fait qu'ils ont une meilleure fertilité, mais aussi une meilleure productivité globale. Ça, c'était quand ils ont évalué l'âge des chevrettes, mais tout âge confondu pour les boucles, c'était majeur comme différence. On revient chez les chèvres maintenant. La durée chez la chèvre, c'est quoi qu'on veut? C'est le 3 mois. On veut un minimum de 3 mois de jours longs qu'on va alterner à 3 mois de jours courts. Chez les chèvres, quand on fait ces alternances-là entre les jours longs et les jours courts, généralement, le début des chaleurs et l'ovulation survient 60 à 80 jours après le début des jours courts. Il faut penser que c'est pas une switch on-off, là. La switch on-off des lumières, elle vient faire un effet direct sur la sécrétion de mélatonine. J'allume la lumière dans les secondes suivant la lumière qui est allumée, la sécrétion de mélatonine arrête. Je ferme la lumière, quelques secondes après, la sécrétion de mélatonine reprend. Mais j'arrête mes jours longs, mes jours courts, c'est long. Il faut que le système physiologique de l'animal comprenne, bon, il vient d'avoir un changement de saison, ben, il faut laisser le temps au système reproducteur de repartir. Ça prend environ un minimum de 2 mois. Fait qu'environ 2 mois après avoir passé de jour long à jour court, je vais avoir une activité de reproduction qui va commencer. Mais c'est pas juste comme un CDR, une synchronisation d'une chaleur. Je viens de partir une nouvelle saison de reproduction. Fait que ma chèvre va se croire à l'automne, même si c'est le printemps, puis elle va avoir des cycles de chaleur à tous les 21 jours. Si je la remets en jour long après 3 mois, ben, les chaleurs devraient arrêter environ 2 mois et demi après, là, à 80 jours après le début des jours longs. Fait que c'est pas automatique non plus. Donc ça, c'est encore là la clé, ce 3 mois minimum de jours longs-là, quand il est mis au bon, bien planifié, vous permettre d'avoir des saillies contre saison. On va voir comment l'appliquer après. Ici, ce qu'on voit, là, c'est que j'ai passé de jour long à jour court, puis environ 2 mois après, je commence à avoir des chèvres qui sont en chaleur. Cinquièmement,
sans traitement de jour long avant les jours courts, j'ai aucun effet sur la reproduction. Fait que nos jours longs permettent de synchroniser le système reproducteur puis de le sensibiliser aux jours courts. Fait que ça, ce que ça veut dire. Si vos chefs sont sous lumière naturelle depuis l'automne, puis vous décidez au mois de février-mars de les exposer à des jours courts en vous disant hey, je vais raccourcir la saison tout bonnement maintenant pour qu'ils tombent en chaleur dans un mois ou 2 mois, ça va avoir absolument aucun effet parce que vos chefs ont déjà commencé à percevoir une augmentation de la durée du jour depuis le solstice d'hiver. Donc, au solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, dans les jours suivants, la lumière reprend, les journées rallongent très rapidement dans les jours qui suivent. Euh, nos animaux le perçoivent, là. Fait que surtout janvier, février, on peut voir que les journées rallongent assez vite. Fait que la seule façon d'induire l'activité de reproduction en avril, par exemple, ça va être de mettre 3 mois de jour long, novembre, décembre, janvier. Puis à partir de janvier, je vais faire février, mars, avril, le jour court, puis je vais avoir des chèvres qui vont tomber en chaleur au printemps comme si c'était leur saison de reproduction. Mais ça me prend des jours longs avant. C'est la clé. Sixièmement, le seul moment pour débuter un traitement lumineux, ben, c'est en automne. Parce que environ aux environs du mois de novembre-décembre, c'est une période où les animaux sont très, très sensibles aux jours longs. Et on est dans la période de jours les plus courts de l'année. Fait que nos traitements de lumière vont toujours débuter à ce moment-là avec une séquence minimum de 3 mois de jours longs. Qui va être suivie de jours courts. Fait que notre séquence de jours longs devrait toujours débuter durant l'automne. Finalement, la photopériode, on fait un traitement qui est exclusif. Fait que si vous avez 50 chèvres, puis vous voulez en accoupler 25 au printemps sous photopériode, ben les 50 ne doivent absolument pas être exposés au même traitement de lumière. Si vous faites de la photopériode pour 25 chèvres, vous le faites pour 25 chèvres, les 25 autres ne doivent pas être exposés à ce traitement-là parce que toutes les chèvres que vous allez exposer au traitement lumineux vont toutes tomber en chaleur durant le printemps. Fait que ici, je l'ai fait avec 200 chèvres. Vous voulez saillir, vous avez 200 chèvres, vous voulez en saillir 100 en mai avec la photopériode. Ben, ce traitement de photopériode, 3 mois de jour long, 3 mois de jour court, va programmer leur saison de reproduction pour mai. Les 100 autres chèvres, si vous voulez les accoupler en août-septembre, il ne faut vraiment pas faire ça, sinon on va décaler puis on va mélanger leur cycle. Fait qu'ils ne doivent pas être exposés au même cycle, on va les garder sous lumière naturelle pour avoir leur chaleur au bon moment. Un exemple, ici chez la chèvre, justement, 3 mois de jour long, comparaison, dans le fond, ils ont fait un traitement de jour long avec ou sans implant de mélatonine. Les implants de mélatonine, c'est un implant un peu comme ce qui est utilisé chez les bovins pour les implants de croissance, mais c'est de la mélatonine, qui est une hormone naturelle. On a le produit Mélovine, qui c'est un implant de mélatonine, n'est pas homologué en Amérique du Nord. Ce serait vraiment facile parce qu'on n'aurait pas besoin d'obstruer les fenêtres, on n'aurait pas besoin, on pourrait mettre nos animaux au champ en plein été avec un implant de mélatonine, puis croirait que c'est l'automne parce que l'implant de mélatonine, lui, il se libère un peu comme le même principe que le CDR, mais c'est la mélatonine, fait croire à l'animal que la durée de la nuit est très longue et que les jours sont courts. En Europe, souvent, on va avoir des traitements jour long avec un implant de mélatonine. Donc, il y a eu un 3 mois de jour long, 16 heures par jour, de mi-décembre à mi-mars, suivi de 3 mois de jour court avec un implant de mélatonine ou des jours naturels. Parce que souvent, il y a des fermes qui ne sont pas capables de nécessairement fermer les fenêtres ou tout obstruer pour faire des vrais jours courts, fait qu'ils ont passé de jour long à jour naturel. Ils ont introduit les boucles 42 à 63 jours après la fin des jours longs. Fait que les saillies dans ces groupes-là, chez les deux groupes, étaient entre le 20 avril puis le 3 juin, donc pleine contre-saison. Les boucs recevaient tout un traitement de photopériode aussi. Donc, toute la totalité des boucs utilisés pour les saillies avaient un traitement jour long suivi de mélatonine comme jour court. Les résultats, femelles qui avaient jour long, jour naturel, versus jour long, mélatonine, très bon niveau d'ovulation. C'est sûr que les boucs
était là pour l'effet bélier, puis des performances de fertilité quasi similaires. Donc, ce que ça vient dire, c'est que quelqu'un qui n'est pas capable de s'installer en jour court chez la chèvre, qui est un petit ruminant qui a un anestrus saisonnier moins profond que la plupart des races ovines qu'on a au Québec, ben, pourrait faire un traitement 3 mois de jour long, puis passer en lumière naturelle, puis avoir des performances de fertilité, même en pleine contre-saison, avril-juin, de tout près 80. Donc, avoir une productivité à la fin là, de 2 chevreaux nés. Fait qu'il n'y avait pas eu de différence significative entre ces 2 groupes-là. Fait que je trouve que c'est un bel exemple là, de quelque chose qui peut être appliqué en production caprine de boucherie ou caprine laitière au Québec pour induire une activité de reproduction en contre-saison avec succès. Donc, en conclusion, sur le bloc 1, beaucoup d'informations, c'est sûr. La chèvre de boucherie présente des variations saisonnières dans sa capacité de reproduction, même si on pense qu'elle n'en a pas. On le voit dans les études mondiales, on le voit aussi sur la mise en marché des chevreaux. Il y a une variation dans l'espèce. Puis il y a des possibilités pour améliorer ses performances-là. Il y a de nombreuses techniques qui sont disponibles pour produire à l'année. Mais il y a aussi plusieurs autres aspects qui doivent être considérés. L'état de chair, on en a un peu parlé. L'intervalle chevretage remise au bouc, on en a un peu parlé, mais pas tant. Le ratio bouc-chèvre, on a parlé pour le CDR, mais pour le reste. Donc, tous ces éléments-là devraient être mis dans un calendrier de production pour optimiser les performances de fertilité. Puis le prochain bloc, justement, le bloc 2, vient présenter un cycle complet de production pour optimiser la fertilité des animaux d'élevage, puis aller chercher tous les aspects techniques dans votre régie pour aller chercher chaque petit pourcentage un peu partout, puis vous montrer comment faire un calendrier de production en appliquant ce qu'on a vu dans le bloc 1. C'est un rendez-vous pour le bloc 2